Quel serait pour toi l'impact à court terme de l'acceptation/refus des ETF sur le prix d'Ether? Refus, le prix de l'Ether baisse. Acceptation, le prix de l'Ether monte. Simple. XRP, Kaspa, Cardano, Multiversix, Monero et 15 autres crypto-monnaies seraient des zombies selon Forbes. Ça, c'est dur. On en avait parlé, les Layer 1 qui, même avec des grosses valorisations aujourd'hui, ont des activités qui sont trop faibles et qui sont considérées comme sous-utilisées. Pour le coup, Forbes fait un gros coup de buzz, et c'était leur but, et ils ont cité 20 blockchains qui, selon eux, selon l'activité soit des développeurs, soit de la TVL, soit des frais collectés sur l'année 2023, étaient entre guillemets zombies. À voir maintenant qui revient d'entre les morts en 2024, mais ils citent Ripple, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Internet Computer, Ethereum Classic, Stellar, Stacks, Kaspa, putain Kaspa c'est jeune en plus, c'est nouveau, Theta, Phantom, Monero, Airwave, Algorand, Flow, Multiversix, Bitcoin SV, Mina, je l'avais pas vu venir, Tezos et EOS. Il y en a certains là-dedans, je l'avais pas vu venir. Je suis curieux de savoir, selon vous, deux noms que vous n'aviez pas vu venir. Alors, en regardant leurs critères, je vous mets l'article, parce que le but, c'est vraiment de savoir comment et pourquoi. Je vous laisse creuser. Vous vous rendez compte, les mecs, ils te sortent Ripple, top 7, Cardano, top 10, Bitcoin Cash, 15, Internet Computer, 19, enfin, ils ont vraiment sorti des grosses chaînes, quoi. Hong Kong, évidemment très regardé parce que ça représente une belle partie du marché asiatique, en tout cas l'Asie qui est très ouverte au marché mondial. 3 ETF Bitcoin et 3 ETF Ethereum qui sont attendus. Et en l'occurrence, il y a des gens qui pensent que ça va avoir un impact, d'autres qui pensent que ça en aura très peu. On parle pas de BlackRock, on parle pas de la finance américaine, c'est quand même une finance beaucoup plus légère, mais ce sera toujours une pression supplémentaire. Affaire à suivre, mais en attendant, ça risque d'arriver, et c'est quand même drôle de voir que l'Asie, elle, va autoriser un ETF Ether, alors qu'on n'est pas sûr du tout de l'avoir sur Ether pour l'instant. En tout cas, la finance américaine et la Security Exchange Commission, on va y venir, sont pas certains pour le ETF Ether. On est loin de l'avoir. Les amis, la grande banque, on peut le dire, Morgan Stanley, autorise la promotion des ETF Bitcoin au comptant. Quand on dit ça, c'est une banque, c'est pas un régulateur, c'est pas eux qui font la loi. Mais ils ont plus de 15 000 revendeurs, 15 000 distributeurs de leurs produits financiers, et ils ont autorisé leurs distributeurs à proposer à leurs clients. Il faut savoir qu'une institution financière ne fait pas de démarchage en direct avec certains de ses clients en fonction de ses produits, elle va passer par des distributeurs. Et à ce moment-là, ce sont ces fameux distributeurs qui maintenant vont être, voilà, c'est quelques 15 000 courtiers, pardon, le terme exact c'est courtier. Ils vont pouvoir solliciter leurs clients pour leur proposer des ETF Bitcoin au comptant. Les amis, je vous le mentionne, je vous en avais parlé très rapidement, Zeroland, qui est une plateforme de prêt et d'emprunt sur différents Layer 2, va se lancer le 6 mai. Et si jamais vous avez utilisé Zeroland et que vous avez généré des points, c'est peut-être là que vous allez être airdroppé et recevoir vos tokens gratuits. Donc si vous l'avez utilisé à l'époque où je vous en ai parlé, n'hésitez pas à suivre ça de près et à vérifier si vous êtes ou non éligible. Je voulais vous parler de cette actualité. Alors, comme d'habitude, même si ce n'est pas un contenu qui est sponsorisé, je préfère vous dire en toute transparence que j'ai investi dans le projet pour que vous ayez la grille de lecture et que vous puissiez prendre avec des pincettes ce que je vous dis si vous le voulez. Maintenant que je vous ai dit ça, évidemment, ils ont fait une levée de fonds et en l'occurrence, je voulais vous montrer cet outil parce qu'il est gratuit et qu'il est utile. Alors, il y a des fonctions payantes, mais je pense que ça va vous servir. En l'occurrence, il y a plein de choses. Il y a des outils pour de la DeFi, pour aller chercher des rendements, et il y a des outils, notamment quand on utilise Sharp Terminal, l'outil qui est là, quand vous vous connectez à la DApp. Je veux vous montrer ça parce que je pense que ça va vous plaire et ça peut être utile. Attention, je le précise, ce sont des outils qui sont poussés pour les traders. Moi, je n'en suis pas un. Le plus important, c'est là, vous avez des outils qui vont vous permettre, entre guillemets, de visualiser. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'interprétation d'outils qui sont off-chain, mais également on-chain, et ça va vous permettre d'avoir, en fait, ça me fait penser à certaines fonctions de Glassnode, sauf que pour le coup, c'est gratuit. Donc, vous pouvez régler, vous avez évidemment la charte que vous voulez, et vous pouvez suivre certaines données qui vont être intéressantes sur la volatilité, sur les volumes en fonction de certains produits, sur différentes en fait grilles de lecture que vous allez pouvoir avoir, et c'est de la donnée qui va être plutôt granuleuse et que vous allez pouvoir régler selon ce que vous voulez voir, que ce soit sur les pourcentages de put et de call, ça c'est pour les options. Vous avez des outils pour le charting, pour faire de l'analyse, l'intégration du coup TradingView, vous avez également des outils pour de la DeFi, vous avez en fait plein de métriques et plein de différentes interprétations visuelles qui vont vous permettre de suivre le développement de l'actualité, que ce soit de la gouvernance de certaines blockchains, que ce soit de l'actualité ou que ce soit de résumé de toutes les grosses recherches qui ont été faites. Et tous ces outils-là sont basés sur de l'agrégation de données et sur de l'intelligence artificielle pour essayer de vous sortir le meilleur rendu possible. J'avais jamais vu quelqu'un qui faisait de l'agrégation de data comme ça et qui vous donne une visibilité du marché. Donc bon, il y a des visibilités basiques comme on va en avoir sur CoinMarketCap, et vous allez avoir d'autres trucs comme par exemple pour ceux qui font et qui ouvrent des positions en short ou non, vous allez pouvoir voir les taux d'arbitrage des différents funding rates. Si vous voulez parier à la hausse ou à la baisse de quelque chose, eh bien vous allez voir que vous allez
pas avoir les mêmes rates sur toutes les plateformes. Et donc ça vous permet entre guillemets de chercher un token et de voir où est-ce que vous allez avoir les meilleurs rates, que ce soit pour faire de l'arbitrage ou que ce soit pour pouvoir justement poser vos positions et les optimiser. Il y a également un outil sur la DeFi pour aller chercher des rendements. Moi je voulais vous parler principalement de Terminal, parce que pour ceux qui connaissent et qui suivent vraiment les outils de trading, je pense que celui-là peut vous être utile. Maintenant, j'aimerais vous en faire un détail beaucoup plus prononcé. Je vais être franc avec vous, je suis pas assez costaud et je connais pas suffisamment le trading pour vous présenter tous les outils poussés. Je pense que vous allez pouvoir avoir une overview beaucoup plus complète que la mienne si vous connaissez déjà tout ça. Bref, si ça vous intéresse les amis, c'était Sherp AI. Moi j'ai pu investir dedans mais très peu. Je dois être franc avec vous. Je suis frustré de ne pas pouvoir avoir investi plus, mais généralement j'ai une certaine puissance de négociation quand je parle à un projet. Eux c'est pas le cas. Ils ont vraiment été oversubscribed. Ils ont bien plus de demandes que de places et quand vous les utilisez, vous générez des points là-haut et ces points risquent de vous donner des tokens quand ils vont se lancer. Et il me semble qu'ils se lancent dans pas très longtemps. Je vais faire place au sponsor du jour, DYDX. Je vous en avais parlé à l'époque où ils sont passés directement sur leur blockchain. J'ai envie de flex un peu parce qu'on a des super chiffres à vous montrer avec Meria. On est très content de notre place dans cet active set. Et en plus de ça, DYDX a réussi son pari. C'est-à-dire qu'ils sont passés de l'ancienne chaîne qui était sur Starkware, sur la première version de Starknet. Ils sont passés directement sur leur propre chaîne, leur Cosmos SDK, et ils ont distribué déjà plus de 20 millions de dollars d'USDC à leurs stakers. Donc en gros, tout les frais qui vont être générés par les gens qui shortent ou par les gens qui longent avec effet de levier des produits financiers vont être redistribués à ceux qui sécurisent de façon décentralisée le serveur. Et ça, c'est propre. Je vous le rappelle, DYDX est une solution de trading qui permet de faire avec ou sans effet de levier des longs ou des shorts. Si vous connaissez cet écosystème, je suis pas votre père, faites-le avec précaution, mais vous êtes grand. Si jamais vous êtes débutant, faites vraiment gaffe à vous et évitez de faire n'importe quoi. Bref, il y a quelques chiffres que je vais vous donner qui sont intéressants. Premier truc, ils vont bientôt lancer leur permissionless market. C'est-à-dire que bientôt, n'importe quelle personne pourra venir et lister un nouveau token sur DYDX. Évidemment, il faut apporter de la liquidité. Évidemment, c'est plus délicat, mais n'importe quelle personne sera en mesure de venir lister un token, puisque c'est pas DYDX qui va choisir quel token sera listé ou non. Et là, ça va changer beaucoup le truc, quoi. J'avance là-dessus, donc déjà, c'est pour vous montrer qu'il y a 680 millions de volume sur les 24 dernières heures sur le nouveau protocole, et plus que 250 millions sur l'ancien. La dernière fois que je vous en avais parlé en live, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le gros des frais était encore distribué à l'ancien réseau, pas au nouveau réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a de volume de trading, plus il y a de positions ouvertes, plus ça génère de commissions, et ces commissions sont redistribuées à tous les gens qui stake sur DYDX. Et donc le stacking devient méga rentable, l'APR est à plus de 17%, il me semble, on va y venir tout à l'heure, et donc ceux qui ont des DYDX et qui les stake directement, et moi je voulais vous montrer ça, on a 1,5 million de tokens DYDX sur nos nœuds avec Meria, et ça c'est stylé. Ça fait 3,2 millions de dollars, c'est super cool. Et pour le coup, bah ça en fait l'un de nos gros nœuds, quoi. On a vraiment tous les jours, il y a des grosses délégations qui se rajoutent petit à petit, donc c'est cool, on est en train de prendre de la place. Et pour le coup, comme il y a de plus en plus de personnes qui vont staker dans les différents validateurs, bah, il y a déjà 149 millions de tokens stakés, c'est 15% de la supply, alors qu'ils ont lancé leur réseau il y a quelques mois seulement, et ils ont déjà généré plus de 20 millions de dollars de distribution, donc c'est relativement intéressant. Et moi je pense qu'on va monter jusqu'à au moins un petit 20 ou 22% d'intérêt quand tout le monde sera passé de l'ancien DYDX vers le nouveau. Et pour le coup, ça baissera ensuite quand il y aura non pas 15 mais peut-être 20, 30 ou 40% des DYDX en circulation qui vont être immobilisés. Bref, tout ça pour vous dire les amis qu'ils ont des bonnes métriques. Évidemment, plus le stacking est rentable, plus il y a de personnes qui stake, plus le nombre de la supply augmente. Ils se sont lancés en octobre. Il y a déjà 15% de la supply en avril aujourd'hui. Et en l'occurrence, l'APR dépend en fonction du nombre de personnes qui stake, mais également en fonction du réseau et de son utilisation. Sur le mois de mars, ils ont distribué presque 3% d'intérêt aux stakers. Et le truc qui est particulier, c'est que les intérêts, quand vous stakez du DYDX, sont donnés en USDC. Si tu stakes du DYDX, tu reçois des dollars sur ton compte. Dollars qui te permettent soit de racheter du DYDX, soit de faire ce que tu veux. Et donc, les gens qui génèrent des intérêts en DYDX ne vendent pas du DYDX, ce qui ne crée pas de pression vendeuse. Deux faucons, deux fois, on va parler de la SEC. La première fois, c'est qu'apparemment, et selon les discussions qu'il y a entre la Security Exchange Commission et les différentes parties, que ce soit BlackRock ou que ce soit tous ceux qui veulent un ETF Ether, c'est pas gagné. En tout cas, une chose est sûre, la SEC fera tout son possible pour refuser et pour qu'il n'y ait pas d'ETF Ether. Bref, ça va être compliqué, on n'a pas de certitude. En tout cas, on sait qu'il y a le fin mot de l'histoire au mois de mai et certains pensent que même s'il y a un ETF qui est accepté, il ne sera pas accepté avant 2025 ou en tout cas avant la fin d'année et que ce ne sera pas accepté pour tout de suite. Un ETF, c'est un produit financier
financier qui en gros te permet, pour faire très simple, quand tu es une grande institution, d'acheter du Bitcoin facilement et à moindre coût. C'est ce qui fait que quand il y a eu un ETF sur Bitcoin, il y a des très gros fonds d'investissement qui ont commencé à acheter massivement du Bitcoin et ça a fait monter son prix en début d'année. En tout cas voilà, sur Ether, pour plein de raisons et parce que Ether serait considéré différemment par le régulateur, c'est pas certain. D'ailleurs, Consensys qui est une entreprise bien connue parce que c'est celle qui a créé MetaMask, parce que c'est celle qui a créé également Infura, parce que c'est celle qui opère un très grand nombre de logiciels et de solutions autour de la blockchain Ethereum, va et a déjà attaqué la Security Exchange Commission au tribunal en expliquant que leur volonté, entre guillemets, de vouloir reclassifier l'Ether en tant que security et donc de refuser l'ETF sur Ether serait dangereux pour la décentralisation du réseau Ether, va priver les Américains de la révolution blockchain qui est l'une des plus grosses révolutions depuis Internet et va tout simplement être contre-productive parce que ce serait l'application d'une très vieille loi sous une interprétation qui n'est pas totalement claire et précise et qui mettrait en marge la finance américaine d'Ether et de leur blockchain qui est particulièrement incontournable. Bref, Consensys, qui quoi qu'il arrive s'attendait à être attaqué par la SEC à un moment ou à un autre, a décidé de prendre les devants et s'attaque carrément aux régulateurs américains. Affaire à suivre.